Bonjour, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur le dollar et je vais montrer la manière dont je regarde en partie, parce que je vais pas tout mettre dans ces vidéos bien sûr, hein, la situation sur le dollar et puis l'intérêt pour les épargnants, notamment de placer leur argent à 5% en étant certain de dégager de la valeur réelle, contrairement à quasiment l'ensemble des autres devises de cette planète. Donc, alors, le premier truc que je regarde qui est vital, c'est de savoir si une devise détruit ou rapporte de l'argent. Donc, comme vous le savez, les mecs sur le marché de l'or qui mentent comme des arracheurs de dents pour vendre de l'or physique vous expliquent que les fiat monnaies détruisent de la valeur, ce qui est complètement faux. En fait, ils manipulent en expliquant qu'on va acheter du dollar et puis on va plus y toucher, puis on va attendre comme des gros abrutis de perdre de l'argent avec la dévalorisation monétaire. Parce que c'est comme ça que ça se passe sur l'or, et pour l'or est obligé de monter en termes de valeur sur les prix pour compenser la dévalorisation monétaire. Ça se passe pas du tout comme ça quand on détient du dollar, puisque tout simplement on place son argent en monétaire, comme tout le monde sur cette terre. Il n'y a absolument rien d'exceptionnel à faire des comptes à terme à partir d'une devise précise, et évidemment on touche un intérêt, et la plupart du temps cet intérêt, du moins sur le dollar, on a un historique maintenant de plus de 200 ans, la plupart du temps sur le dollar. Certes, pendant des courtes périodes de un an ou deux ou trois, il arrive qu'on puisse perdre en réel de l'argent, mais la plupart du temps, on en gagne, contrairement à l'or. Donc actuellement, le dollar, il rapporte 5,5% sans rien faire. Donc c'est plus que correct, tout simplement parce que l'inflation est à 3,2. Et en plus, en utilisant le GDP déflator, c'est-à-dire l'outil utilisé par la Fed pour corriger le PIB de l'inflation, on est actuellement sur une base de 2%. Le gros de l'inflation qui reste, c'est sur l'immobilier parce que les prix ne rebaissent pas. Mais si on enlève les prix de l'immobilier, l'inflation est revenue à 2%. Donc quand on gagne d'un côté, surtout quand on n'a pas besoin de se loger aux États-Unis, donc quand on gagne d'un côté 5,5% et de l'autre on a 2% d'inflation en zone dollar, évidemment, ça fait une rentabilité, alors 2 ou 3% si on habite en zone dollar et que l'immobilier est pricé en dollars. Évidemment, ça fait une rentabilité immédiate de 2%. Donc, il y a une création de valeur de 2% par an pour détenir du dollar, contrairement, encore une fois, je le répète, à ce que racontent les gens sur l'or. Donc, ne vous faites pas avoir. L'euro, c'est une toute autre histoire parce que l'euro en fait a 5,3% d'inflation et des taux d'intérêt à 4,25. Donc là, on est négatif de 1%. Donc là, on a une vraie destruction de valeur. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'or monte en euros, même si l'or est pricé en dollars, mais la hausse de l'or en euros ne fait que compenser en fait la baisse de l'euro par rapport au dollar. Donc ça fait un espèce de triangle. Donc en fait, il n'y a pas de gain réel de pouvoir d'achat. Je rappelle que la parité de pouvoir d'achat mondiale est calculée en PPP, en triple P en anglais et PPA en français. C'est calculé en dollars, donc désolé. Il y en a, ça les énerve, mais le dollar permet de pricer le prix des choses en enlevant comment dire, le filtre de devise, et ça permet de comparer à l'échelle mondiale tout. Et donc c'est le dollar qui est l'étalon de valeur, et donc on ne peut pas regarder un cours de l'or en euros alors que en fait l'étalon de valeur est en dollars. Il faut d'abord regarder le cours de l'or en dollars et ensuite passer en l'euro en enlevant les valorisations et dévalorisations monétaires de la zone euro ou de n'importe quel autre pays. Donc actuellement, si on fait une synthèse basique, je ne dis pas que les marchés de devises bougent uniquement avec ça, mais en tant qu'investisseur, un investisseur c'est quoi? C'est une personne qui prend des positions sur plusieurs années. En tant qu'investisseur, actuellement, le dollar rapporte 2,3 et l'euro se détruit 1%. Donc ça fait un écart de 3%. Donc maintenant, moi, je voudrais parler d'autre chose. Alors cette autre chose, c'est le volet de la valeur du dollar par rapport aux autres devises. Euh, Là, on vient de voir combien rapportait le dollar. Donc ça, c'est une chose de posséder du dollar pour toucher une rente. À ce titre, d'ailleurs, pour terminer sur ce volet, si vous avez besoin, les banques au Panama prennent les clients étrangers à hauteur de 100 000 dollars et vous versent un intérêt garanti de 5% et vous les payent tous les mois en fait. Si certains ne savent pas quoi faire de leur argent et en ont marre de se faire tondre avec l'euro et les rendements négatifs, sachez que les banques du Panama, il n'y a pas de banque centrale, donc les banques ont besoin d'avoir des réserves importantes et donc elles cherchent des épargnants et alors pour leur payer un intérêt. Donc moi personnellement, ça m'a intéressé. Donc j'ai placé 20% de mon patrimoine sur ces contrats monétaires classiques avec une durée minimum d'un an. Et puis je pense que je vais en prendre certains à 2 ans, même si j'attends un petit peu parce que je pense que les taux vont probablement peut-être encore monter. Et j'aimerais bien essayer de choper du 5,5 ou du 6%. Mais j'ai pris une ligne hier de plus de... D'ailleurs, je ne vais pas le dire ici. Bref, donc tout ça, c'est l'aspect patrimonial.
Ensuite, il y a la valeur du dollar par rapport aux autres devises. Donc, le dollar index, c'est le dollar contre un certain nombre de devises, mais ne sont pas pris en compte les devises des BRICS. Donc, la composition exacte, parce que certains l'ignorent, 57% autour c'est l'euro, 13% le yen, la livre sterling 12%, le dollar canadien 9%, couronne suédoise et puis franc suisse, voilà 4 et 3%. Donc en fait, le dollar index n'est pas représentatif ben, aujourd'hui de l'économie mondiale, tout simplement parce que le bloc occidental tel qu'on essaie, enfin dans lequel je suis né, ne représente plus que la moitié environ de l'économie mondiale, et donc le dollar index ne témoigne que d'une évolution par rapport à cette moitié occidentale, et l'autre moitié avec la Russie, la Chine, l'Iran, tout un certain nombre de pays, le Brésil, l'Indonésie, tout ça, toutes ces économies qui commencent à s'envoler, qui nous dépassent d'ailleurs. Je rappelle qu'en PPP, la France maintenant est 8e ou 9e mondiale, je crois. Moi, j'ai vécu toute ma vie en étant 5e. Aujourd'hui, la France est 9e, et je pense qu'elle va pas arrêter de descendre dans les classements. Ils vont être obligés de faire un G30 ou un G40 dans le futur, probablement, pour pas sortir les vieilles puissances, les ex-vieilles puissances européennes. Mais toujours est-il que ce dollar index n'est pas représentatif. Donc, je vais commencer par vous parler du dollar index, et puis ensuite, on ira parler du dollar contre les autres zones du monde. Donc, actuellement, la situation, c'est qu'il y a quasiment qu'avec la Fed et sur le dollar américain, qu'il y a un rendement positif, puisque voilà, avec les taux d'intérêt sont supérieurs au niveau d'inflation. Dans de très nombreux pays dans le monde, on n'a pas vraiment de rente positive, on n'a pas de création de valeur. Donc, les vendeurs d'or profitent de ça pour vous expliquer qu'il vaut mieux acheter de l'or plutôt que se faire couillonner la tête. Je trouve que l'or est complètement illiquide, il est taxé à la revente, l'or physique, on ne peut pas le déplacer. Alors que et puis il y a des frais en fait de conservation. Moi c'est ça qui me dérange le plus, c'est que c'est bien beau d'avoir de l'or physique ou des pierres précieuses. Je ferai que je fasse des vidéos sur les pierres précieuses. Mais le problème c'est que derrière on se pose la question de la sécurité. Donc soit on paye une banque pour qu'elle assure la sécurité à notre place, mais du coup ça fait des frais qu'il faut prendre en compte. Soit on fait la sécurité nous-mêmes, et donc il y a une certaine forme de stress en cas de cambriolage, en cas de certain nombre de choses, donc il faut s'organiser, etc. Donc l'or c'est imparfait, et surtout plutôt que de placer de l'or en espérant que le cours de l'or va compenser la chute locale de la devise, et nous permettre de remettre à niveau. Comme vous savez, les cycles sur l'or c'est 30 ans, donc c'est absolument pas garanti. Quand nous on vit, on a 60 ans, quoi, à partir de 20 ans, après on a 60 ans de vie, donc on a un ou deux cycles de l'or, donc ça dépend où est-ce qu'on attaque le cycle de l'or, mais voilà, c'est pas, il faudrait qu'on vive. Évidemment, l'or ce serait parfait si on pouvait vivre à 150 ans, mais en vivant 80 ans, c'est vraiment compliqué de retomber sur ses pattes et d'avoir la liquidité nécessaire, puisque si on est en bas de cycle, par moment, il faut attendre 15 ou 20 ans, donc je vois pas, ou alors perdre de l'argent, quoi, parce que le cycle est contraire, donc il n'y a pas un intérêt massif. Je pense que pour les épargnants, il est quand même beaucoup plus malin d'appuyer sur un bouton, d'ouvrir un compte dans une banque avec du dollar américain, de toucher l'intérêt, de récupérer la compensation positive par rapport à l'inflation, de créer de la valeur, et pas de s'embarquer dans les histoires d'or physique qui sont quand même ultra contraignantes. Alors après, on peut avoir peur des faillites bancaires, de tout ce qu'on voulait, mais les peurs ne sont jamais excellentes conseillères pour faire des investissements. Donc moi, quand on me demande quoi faire, je dis pourquoi tu te casses les couilles, pourquoi tu n'ouvres pas tout simplement dans une banque américaine ou au Panama ou ailleurs, une banque en dollars, et fin des problèmes, fin de l'histoire, il n'y a plus d'inflation, plus rien. En plus, il y a une durée d'engagement par contrat par moment d'un an ou deux, donc s'il faut bouger son cul qu'une fois tous les ans, tous les 2 ans, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc je pense que les vendeurs de l'or et puis les épargnants qui veulent s'attacher, se fixer à leur monnaie nationale alors qu'elle est gérée de manière pourrie, je pense qu'ils ne considèrent pas bien, ou ils n'ont pas une assez grande expérience de la finance. Il y a des solutions simples, efficaces, voilà. Mais par contre, il faut admettre qu'on vit dans un pays qui truande, qui fait le cul aux épargnants. Donc c'est le cas de la France et de la zone euro, très clairement. Donc ça, c'est ça généralement qui bloque le plus les épargnants, c'est qu'ils peuvent pas accepter l'idée que leur pays leur font le cul, mais c'est une réalité, quoi. Une réalité monétaire et financière. Donc ce qui s'est passé par contre, c'est qu'il y a pas mal de manipulations. C'est ça dont je voudrais parler aujourd'hui, parce que c'est tellement manifeste. Donc ceux qui me suivent sur Twitter savent que je défends le dollar depuis
Le dollar donc a pris une caisse hein, pendant quelques mois en 2023 et on dit ah tu l'as dans le cul machin tout ça, avec ton dollar et tout, t'aurais me fait rester en euro et tout ça. Bon, évidemment quand moi je vois les chiffres attendre en dollars, bah, chaque mois j'encaisse du pognon. Attendre en euros, chaque mois je décaisse. Donc déjà, ça veut dire qu'en fait, si je veux attendre sur l'euro en décaissant et que je veux parier que l'euro va monter plus que le dollar et le rendement négatif, je me retrouve à spéculer. Mais j'ai pas du tout envie de spéculer pour mon patrimoine. J'ai juste envie de placer de l'argent et avoir une rente. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc prendre le risque en euros contre le dollar, en plus avec un rendement négatif, avec un écart de 3%, parce que là on est en train de parler d'un écart de 3,25% de rentabilité immédiate par an. Donc aller spéculer que l'euro va s'apprécier par au dollar parce que le dollar il perd en puissance, je sais pas trop quoi, et toute la branlette qu'il y a eu cet été et en 2023. Non merci, sans façon, je préfère me maintenir et toucher mes 2,3% de rentabilité nette et laisser les gens avec leurs chimères et leurs rêves d'un nouveau monde qui va faire valser le dollar. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a une campagne de presse comme jamais en 2023, donc comme on le voit ici, le dollar zigzaguait avant de plonger, le dollar index hein, contre l'Occident. Il y a une campagne intensive des BRICS qui allait mettre sa raclée au dollar, la Chine qui allait s'associer avec la Russie pour lancer une crypto, avec l'Argentine, l'Afrique du Sud et tout ça. C'est-à-dire que des nations qui enculent les épargnants, mais alors méthodiquement depuis des décennies. Il n'y a jamais personne qui a gagné un radis et tout le monde, ces pays ont toujours historiquement tondu les épargnants qui détenaient leurs devises. Et donc là, ils ont dit bon, on va s'associer tous ensemble, comme ça on sera plus fort et on va éclater le dollar. Le truc, c'est que quand on associe une bande de branleurs qui gère mal, au final, on a quand même un panier de branleurs qui gère mal. Ça s'est passé la même chose avec les obligations en 2016, 2007, 2008, avec les obligations immobilières où ils avaient foutu des trucs pourris à l'intérieur. Ils ont vendu ça en package, mais les packages, ils se sont écroulés. Et quand on fout de la mer à l'intérieur, à l'intérieur du package, à la fin, ça s'écroule. Donc ils nous ont dit cette saucisse. On a eu je sais combien, 10 000, 50, 100 000 articles à l'échelle mondiale dans tous les médias sur les BRICS, les machins, les trucs, les bidules. Donc, le dollar a cassé ici, hein, son plus bas, voilà, donc on était comme ça, le dollar index, voilà, donc on a cassé ici. Et puis, comme vous avez vu, derrière, c'était une enculade et le marché, il a pris 5% en ligne droite, ce qui est beaucoup pour du dollar index depuis. Donc moi, mon opinion, c'est qu'on a des élites internationales. C'est toujours comme ça, en fait. Il y a toujours des campagnes de presse. Il y a des élites en face qui prennent les positions inverses, qui piègent les gens. Donc j'imagine que quand ça a cassé, tout le monde s'est dit ah je vends, je vends, je vends. Donc là, tout le monde était en face en train d'acheter. Et puis derrière, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire tout le monde s'est fait enfler et le dollar est remonté. Je vois pas comment un dollar peut baisser alors c'est l'une des seules devises au monde actuellement qui a un rendement réel positif. Il y a des gens, en fait, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête par rapport à leur argent. Euh, de manière assez basique, si on a du cash, hein, si on a quelques centaines de milliers ou quelques millions d'euros ou de dollars d'épargne, et à un moment, la seule ambition qu'on a, c'est déjà de le conserver pour le futur, parce que l'argent offre une facilité de vie sur Terre dans le monde matériel qui est évidente, donc on n'a pas envie de le perdre, du moins pour une partie, et on a envie de zéro risque. Et deuxièmement, on n'a pas envie de se faire niquer par l'inflation, ça c'est le deuxième truc. Et le troisième truc, c'est qu'on aimerait bien éventuellement gagner un petit quelque chose, une petite rente, comme ça, c'est pas désagréable de gagner de l'argent sans rien branler. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je vais dire. Donc, quelle est la seule devise au monde qui permet de faire ça? C'est le dollar. Et donc tout le monde est venu et tout le monde a cru que non, en utilisant des devises qui ne permettaient pas de rendre service aux épargnants, ces devises seraient plus fortes, etc., etc. C'est des raisonnements qui sont, je sais pas d'où ils viennent, je sais pas comment on peut y croire, mais toujours est-il que voilà, les gens croient à ça. Moi, je vous invite à pas y croire, je vous invite à toujours checker les rapports réels, nets de rentabilité et à rester très basique en tant qu'utilitaire. Une devise, c'est un outil en fait pour échanger, pour payer des achats, mais c'est aussi un outil de conservation de valeur et un outil de placement. Donc à la base de la base, quoi. Combien ça rapporte tout simplement net d'inflation. Brut d'inflation, ça veut rien dire, mais net d'inflation. Donc, certains se sont à mon avis perdus en 2023, donc ils se sont fait claquer là, tous, hein, parce qu'on a vu l'écroulade avec la campagne de presse. On va faire à suivre, mais tant que la situation reste avec ces ratios-là de rentabilité, je pense que le dollar va avoir du mal à s'écrouler. Alors ensuite, il y a un troisième argument qui est mis sur la table, qui est sur le Twitter, je sais plus où, je vais te chercher. Qui est l'utilisation du dollar. Donc, dans les chambres de compensation, SWIFT, CEPA, je crois, en zone euro et le système chinois, il est possible de savoir, le PIB mondial fait 100 000 milliards de dollars, et il est possible de savoir les échanges, la quantité, comment se ventile la quantité des échanges en fonction des devises utilisées. Donc, la campagne de presse a
bah, fait la part belle au fait qu'il y ait des pays branquignoles, hein. On voit l'Argentine, oh maintenant je vais te payer en wang alors qu'avant je te payais en dollars, tout ça, super. Donc, et puis la Russie, je parle beaucoup de la Russie sur mon Twitter, puisque cette espèce de blague d'Europe qui a fait ses achats, que je t'achète plus, que je t'achète, que machin, que truc, et puis finalement je t'en achète 2 fois plus qu'avant pour mon énergie, parce que je t'aime pas, mais en fait, et puis je te donne des thunes pour que tu puisses construire tes armes pour aller éclater l'Ukraine, mais l'Ukraine c'est mon allié, et puis toi t'es mal, donc tout ce délire, voilà, on a une espèce d'amalgame d'édito, de chroniques, de machin dans tous les sens, probablement que c'est créé par des robots et de l'intelligence artificielle. Toujours est-il que les chiffres ont été publiés. Donc la réalité, c'est qu'actuellement l'utilisation du dollar en tant que monnaie internationale d'échange est au plus haut. Voilà. Et c'est Bloomberg, hein. C'est pas moi qui fais du petit complot là. C'est quand même, on parle de Bloomberg, c'est probablement l'une des meilleures sources d'informations statistiques dont on dispose aujourd'hui. Avec, moi j'utilise beaucoup Trading Economics, mais Bloomberg, franchement, il publie des bonnes stats, des bonnes stats évoluées, c'est-à-dire qu'ils agrègent, ils cherchent, quoi, ils font de la recherche, et je trouve que c'est très riche les infos qu'ils donnent. Donc Bloomberg, là, il y a un mois, nous dit, bah voilà, le dollar en juillet atteint le plus haut record d'utilisation du dollar pour les échanges. Donc à l'envers complet de la campagne de presse anti-dollar, puisque 46% de tout le SWIFT a été fait en dollars. Alors on voit aussi que l'euro, la part de l'euro dans les échanges internationaux est au plus bas. Et que, attention, le Wang, le fameux Wang qui va remplacer tout, qui va mettre sa race via le BRICS, via l'association d'une dizaine de pays anti-dollars, tout ça, le Wang, il représente 3% des échanges internationaux. Mais de qui, de la gueule de qui? Et c'est un foutage de gueule global, quoi. Donc, je vous invite à quand même prendre avec des pincettes toutes ces campagnes. Et en plus, on nous dit, bah, le dollar va s'écrouler. Mais je vois pas le rapport en fait entre le taux d'utilisation du dollar en tant que devise internationale et en plus ça va s'écouler, ça va permettre d'écrouler les États-Unis. Mais je vois pas le rapport en fait entre le taux d'utilisation de cet outil qui est le dollar pour faire des échanges internationaux avec sa valeur contre les autres devises et avec sa rentabilité par rapport à l'inflation en tant qu'outil pour épargner. Je vois pas le rapport en fait. Alors qu'il y en a plein, ils font des rapports comme ça, Pierre, mais tu vas perdre sur ton dollar. Bah non, je gagne chaque jour qui passe, je gagne un intérêt. En plus, bah du coup, comme cet intérêt positif, bah, chaque jour qui passe, pour l'instant, sur un an, on est pas mal, hein, on n'est pas au plus bas, mais on n'est pas non plus génial. C'est sûr qu'avec un dollar à 115, là on vaut 105 sur le dollar index, mais un dollar à 115, c'est quand même mieux parce que ça permet d'acheter dans le monde entier des trucs moins chers en travaillant la même quantité de travail pour générer un gain d'argent. Bah, je peux acheter en Europe avec 10%, 15% de remise. Donc actuellement, il faut quand même savoir que la parité de pouvoir d'achat du dollar est surévaluée de 40%, évidemment, puisque c'est la seule devise qui est gérée correctement, proposée en intérêt. L'Europe, l'euro est dévalué de 15% et le yen est dévalué de 30%, je crois, un truc comme ça. Donc je crois que le dollar c'est 25 ou 30, bref, il y a un écart de 60%, je crois, entre le yen et le dollar. Bah, évidemment, mais le yen, les autorités japonaises ont décidé de payer un intérêt de 0,30 ou 40% par an pendant 10 ans. Donc évidemment, bah, il n'y a personne qui a envie de placer son argent en yen. Donc il est dévalué, donc il perd de la valeur sur le marché international. Donc il est évident que quand on gagne des dollars et qu'on va acheter des choses au Japon, bah, c'est beaucoup moins cher, ça demande beaucoup moins d'efforts pour obtenir la même chose. Donc voilà, mis bout à bout, le dollar pour l'instant offre beaucoup d'avantages pour ses détenteurs. Donc après, il y a le dernier sujet qui est le dollar contre l'autre zone du monde qui n'est pas donc bah, tout ce qui est Russie, Iran, Venezuela, toute l'Afrique du Sud, Argentine, des petites contrées sympathiques avec une belle démocratie et puis surtout des banques centrales à qui on peut vraiment faire confiance. Donc là, bah, je vous affiche en 2023 le dollar contre le Wang, le fameux Wang qui va remplacer, qui va éclater le dollar, le fameux Wang que m'avait fait tout chier avec les obligations chinoises de Charles Gave, que machin, que truc et bidule et que voilà, et que ça rapportait et que moi avec mon dollar ça rapportait que dalle. Assez cool hein, d'avoir des obligations chinoises, mais enfin là on passe quand même de 6,70 à 7,34, donc il faut un sérieux intérêt pour pouvoir compenser la dévaluation du Wang. Voilà. Mais après on peut tout simplement mettre sur 20 ans, donc on voit que on est arrivé, donc là on fait un nouveau plus haut contre le dollar contre Wang, il fait un nouveau plus haut là cette semaine. Et il faut quand même voir que la dernière fois qu'il a fait ce cours c'était en décembre 2007, donc on est en train de faire un nouveau plus haut sur 15 ans.
Donc effectivement, le Wang a été assez fort jusqu'à 2014 et puis en ligne droite contre le dollar. Mais honnêtement, si on regarde sur 14 ans, 15 ans, au final, les détenteurs de dollars dans l'échange, comment dire, dans la parité de pouvoir d'achat et dans l'aptitude à pouvoir acheter des choses, le détenteur de dollars actuellement aujourd'hui sur 15 ans, bah, c'est lui qui ramasse la mise par rapport au Wang chinois. Donc c'est assez suspect qu'il y ait autant de campagnes pro-Wang et puis d'obtenir sur les graphiques le résultat complètement inverse, qui est une belle petite hausse en ligne droite. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe? Bah, la banque chinoise ne favorise pas les détenteurs de Wang, donc entre son niveau d'inflation, les taux d'intérêt qu'elle offre, et puis surtout, moi je pense qu'à la fin, il y a aussi une question de confiance. Euh, j'ai moyennement confiance dans les États-Unis, mais alors j'ai encore moins confiance dans la Chine, qui est quand même un pays communiste. Je rappelle que c'est quand même avec lui qu'ils vont commencer à faire leurs expériences de communisme 2.0, de rating social, de blocage du marché d'échange, de blocage des libertés diverses et variées. C'est comme le laboratoire mondial, il est quand même là-bas. Donc aller confier mon épargne à un laboratoire communiste géant qu'on n'a rien à battre de mon cul. Je dis pas que les États-Unis ils ont la batte de mon cul, mais enfin ils ont quand même un semblant de libéralisme et de capitalisme, et encore un semblant, c'est pas génial. Et le jeu des devises, en tant qu'épargnant, c'est quand même d'identifier le mec le moins pourri de la salle. Donc on ne discute pas de savoir s'il y a un pays qui fait bien sur Terre. Non, le but des devises, c'est de plomber les peuples, de les éponger, de les ruiner via un système esclavagiste, via l'inflation, via un certain nombre d'outils monétaristes. Donc il n'y a aucun pays qui est là pour qu'on puisse rien branler et toucher facilement de l'argent. Ça n'existe pas. Donc c'est pas cet espoir-là que je partage. Mais juste en tant qu'épargnant, notre job, il est d'identifier le pays qui va le moins nous faire le cul, le moins nous éclater, et d'éviter, ou au contraire de jouer contre le premier de la classe et tous les autres qui font plus de merde que le premier de la classe. C'est comme un jeu imparfait, ambivalent. Donc le dollar est le moins pire de tous. Et la Chine a jamais été le meilleur de la classe, quasiment, depuis 15 ans, et puis même de meilleur politique. On voit tous les milliardaires et tous les problèmes, tous les problèmes de sortir l'argent du pays. C'est bien pour ça que le Bitcoin, je crois que j'ai vu passer une statistique comme quoi 70% du Bitcoin, c'était de l'argent chinois sale qui quittait et de l'argent russe qui sortait de ces deux zones pour aller se réfugier dans le monde. C'était un outil comme le Bitcoin était un outil comment assez génial et comme le Bitcoin est échangeable en dollars, les États-Unis laissent faire pour récupérer le flux de capitaux positifs pour le dollar. Donc, aller miser son argent voilà, sur des obligations d'État ou sur un pays, ou ouvrir un compte bancaire dans un pays où il n'y a pas vraiment de loi qui est respectée, avec des autorités monétaires qu'on n'a fondamentalement rien à foutre parce que la Chine pense complètement différemment des Occidentaux. Ils pensent collectif et ils en ont les libertés individuelles ou l'individualisme ou ce qu'on connaît en Occident, c'est pas leur valeur. Donc ça, ils ont le droit d'avoir des valeurs différentes de nous. Mais le truc, c'est que on va pas les se foutre dans la gueule du diable pour se faire battre, quoi. Donc j'ai pas trop compris non plus cet emballement qu'il y a eu depuis quelques années sur ces obligations chinoises ou sur ce Wang, comme on nous vante la saucisse dans les mondes des pays émergents. Peut-être que je me trompe, que j'ai un film et que dans 5 ans, bah, ça sera différent. Mais enfin, aujourd'hui, là, en 2023-2024, qui est mon horizon pour placer mon argent, je vois pas l'intérêt ou je vois pas une opportunité. Peut-être que je suis aveugle, hein, peut-être qu'encore une fois, vous pourrez m'allumer la gueule dans 2 ans et dire de repère, t'as vu ton Wang, comment il est maintenant? Mais le truc, c'est que la devise chinoise, la valeur d'une devise d'un pays, il ne faut pas se contenter de regarder, bien sûr, l'écart. Il y a notamment l'émission de monnaie. Donc, actuellement en Chine, on est proche d'un épisode de déflation. La déflation est toujours extrêmement favorable pour la détention d'une devise. Les taux en plus à court terme, c'est du 3%. Donc, le rendement est légèrement favorable de 0,70% en faveur de la Chine, mais la Chine c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'ils printent, ils impriment, voilà, sur un an on a une augmentation de la M2 de plus de 11%, là où sur un an sur les États-Unis non seulement on a un rapport positif, on a une rente réelle positive, mais en plus on a une réduction de la masse monétaire sur maintenant 18 mois. Donc d'un côté ça imprime correctement comme vous pouvez voir et de l'autre au contraire ça réduit la voilure. Donc en termes de sécurité il n'est pas étonnant qu'à la fin le dollar remonte assez fort contre le yuan, tout simplement parce que si vous imprimez de plus en plus de monnaie avec une économie qui progresse moins vite, c'est-à-dire que si vous imprimez
Le problème, c'est pas d'imprimer de la monnaie, le problème, c'est le taux de croissance. On va aller voir le taux de croissance de la Chine. Donc actuellement, a priori, on est à 6,3. Je suis un peu moins le taux de croissance. On était quoi? 4. On est passé de 4,5 à 6,3. Mais la masse monétaire, elle augmente de 11,3. C'est-à-dire que quasiment la masse monétaire augmente 2 fois plus vite que la croissance du PIB. Donc ça, c'est extrêmement défavorable pour les devises. C'est ce qu'a fait la Fed pendant les années 60. C'est ce qui a créé le problème des années 70 aux États-Unis avec l'hyperinflation. Ils ont fait ça pendant 10 ou 15 ans, la Fed, avec un taux de croissance et ils augmentaient la masse monétaire derrière beaucoup plus rapidement. Donc évidemment, à l'époque, on n'avait pas Internet, donc c'était compliqué de savoir ce qui se passait. Aujourd'hui, avec Internet, on le sait immédiatement en 2-3 minutes. Donc aujourd'hui, la Chine, il est possible de niquer les épargnants de plein de manières différentes quand on a une banque centrale. Mais ça, pour moi, c'est une belle nicade, quoi, d'avoir une M2 qui progresse de quasiment 12% quand la croissance aussi entre 4 et 6. Parce qu'en fait, là, on fait 6, a priori, ça a l'air d'être bien, mais enfin, ça fait plus d'un an et demi qu'on tourne autour de 4% avec une M2 qui monte de 11 ou 12%. C'est-à-dire, c'est pas possible, quoi. C'est donc, aller confier son argent à une autorité monétaire qui fait ça, c'est pour moi bah, je le ferai pas en tout cas, ce qui me concerne. Après, mais a priori, il y a plein de gens qui n'ont pas hésité à le faire, et ben, je pense que ça va se terminer en punition, mais encore une fois, je suis pas devin. Peut-être que le dollar va se mettre à nous punir également. Alors, qu'est-ce qui se passe si les États-Unis décident de punir à nouveau les épargnants comme le reste du monde? Où aller, dans quoi aller? Il y a des solutions. Quand la banque centrale commence à attaquer sa devise, il y a des solutions, puisque c'est des vases communicants. Et donc, il faut effectivement sortir des taux d'intérêt court terme du dollar pour aller vers d'autres actifs dont c'est le job, qui vont refléter justement une volonté politique monétaire d'attaquer l'épargnant. Enfin, donc, c'est aussi l'un des atouts majeurs du dollar, c'est que il y a des outils pour tout en fait. Le problème quand on est en Chine, c'est que quand la banque centrale attaque le yuan en Chine, qu'est-ce qu'on fait de son argent? On est obligé de quitter la zone chinoise parce que les marchés sont pas assez développés. Il y a plein les outils, les banques, les machins. Alors qu'au dollar, dans zone dollar, en fait, ils ont une telle richesse de produits financiers que à chaque fois qu'il y a une problématique qui est proposée, on a toujours la parade et il suffit de passer d'un à l'autre. Donc le procès qui est fait actuellement sur le dollar en 2023, qui était le plus violent que j'ai jamais vu en 30 ans, euh, je suis assez dubitatif Alors après, on me dit, ouais, mais alors donc tu crois pas aux BRICS? Les BRICS, ils vont mettre 5 ou 10 ans, c'est long d'arriver de mettre sur orbite des projets de genre collectif. Je pense qu'il va y avoir un certain nombre d'années d'adaptation. Je suis pas sûr en plus qu'ils vont réussir à ce stade. Parce que mélanger des Chinois, donc des Asiatiques avec des Russes, des musulmans avec des non-musulmans, des latinos, des africains avec tout ça, enfin, ça a l'air bien hein, sur le papier, les chiffres, ouais, le PIB est tant, la démographie c'est tant, le nombre d'arbres, le nombre d'arbres, de tanks, de bateaux, de machins, d'armées, de soldats c'est tant, le pognon c'est tant. Ouais, ok, ça a l'air bien sur le papier, tous ces chiffres, mais enfin, déjà qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord entre Européens et qu'on voilà, alors qu'on est tous d'une origine homogène. Excusez-moi, mais les Africains du Sud avec les Argentins, avec les Indonésiens, les Iraniens, les Arabes avec le pétrole, et puis les Chinois et les Russes. Arriver à ce qu'ils se mettent pas sur la gueule et qu'ils soient d'accord sur tout. Quand on voit les différences de culture qu'il y a, je suis dubitatif. Ouais, je suis vraiment pas sûr qu'ils vont y arriver. Donc, et est-ce que je vais m'aventurer à filer mon épargne, mon capital dans un projet aussi bancal, aussi risqué, aussi difficile à concrétiser? Est-ce que je vais faire un truc pareil? Pas une seule seconde, ça me traverse l'esprit, quoi. Donc, moi, je vous invite à prendre un peu de recul par rapport à toute cette campagne de presse anti-dollar, parce que, à mon avis, le dollar a encore un certain nombre d'années, si ce n'est pas une décennie, tranquille devant lui. Et puis dans 10 ans, on verra bien où on en sera, parce que si ça se trouve, dans 10 ans, le game est complètement nouveau, changé. Et voilà, donc je comprends pas cette prise de risque, elle se justifie, pour moi, elle se justifie pas, quoi. Donc voilà, donc je pense que même la zone euro est à risque. Euh, et je pense que c'est quand même plus safe d'aller miser sur la zone dollar. Enfin bon, chacun sa vision du risque et
Et puis en même temps aussi, un autre truc, c'est que je comprends pas le gain en fait. Sur le dollar, il y a un gain évident, un gain pratique, un gain financier, un gain en termes de sécurité, voilà. Mais je comprends pas, en fait, qu'il y ait plus de risques dans l'autre bloc. Je pense que ça se discute même pas. Tout le monde est d'accord pour dire que le bloc des BRICS est quand même beaucoup plus risqué que le bloc dollar. Mais en plus, qu'est-ce qu'ils offrent quoi? Qu'est-ce qui nous permettent de gagner? Qu'est-ce qui bah, rien quoi. Actuellement, rien. Quand on voit la manière dont les banques centrales gèrent les masses monétaires, c'est quand même vachement risqué de faire confiance à une banque centrale qui éclate sa masse monétaire tout le temps, comme en Argentine ou ailleurs, ou en Afrique du Sud. Il y a même pas de, on peut afficher les cours. Je les mets sur le Twitter si vous voulez suivre ces problématiques sur mon Twitter. J'ai publié le cours réel, je sais plus où c'est, mais le cours réel du dollar contre l'Argentine, contre l'ARS argentin et le cours officiel, le cours de la rue et le cours officiel. Je sais plus où c'est, il faut aller chercher. Voilà, c'est là en fait. Donc ça, on passe quand même de 80, 50 même, je crois qu'on va aller 50 en 2019 à 700 quoi. C'est s'associer au BRICS, s'associer, commencer à bâcher un petit peu le dollar et à mettre en place le Wang, le machin. Mais il faut voir avec quoi ils jouent les mecs. Ils jouent avec ils jouent. Alors que ça c'est la courbe rouge, c'est le cours officiel. Et puis la courbe noire, c'est le courbe réel qu'on obtient dans la rue. Donc la dévaluation est monstrueuse. Pourquoi? Parce que la Banque centrale imprime 30% de masse monétaire par an tous les ans depuis 20 ou 30 ans, avec une économie qui progresse pas et une hyperinflation et tout le merdier. Donc le bloc des BRICS, qu'est-ce qu'ils apportent concrètement pour un épargnant lambda européen comme nous? Ils apportent rien. J'ai pas compris ce qu'ils apportaient encore aujourd'hui. Peut-être que je suis bouché et vous allez peut-être m'expliquer le gain que je n'arrive pas à trouver dans l'offre monétaire des BRICS, mais à ce stade, je trouve que le gain, le risque est réel et le gain n'est pas encore prouvé, quoi. Donc personnellement, je délaisse.